tous les présidents que j'ai connus ont accepté de l'argent. Tous les présidents français? Tous. Non, Pompidou, non. Giscard, pas beaucoup. Mais Chirac, oui. Et Mitterrand, beaucoup. Lorsque la gauche est venue au pouvoir, il a été décidé de ne pas toucher au réseau de financement de la droite. Donc on a superposé le besoin de la gauche à celle de la droite. Donc ce qui fait que Elf était un peu plus vache à lait qu'avant. En 1989, François Mitterrand, réélu pour un deuxième septennat présidentiel, nomme Loïc Le Floch-Prigent à la tête de Elf. Le nouveau PDG découvre l'ampleur du système de financement occulte. Il s'en ouvre à celui qu'il considère comme son patron, François Mitterrand. Je lui dis, bon, il y a un fonctionnement qui est un peu particulier. On finance des gens en Afrique, qui financent des gens en France, et est-ce que ce système est un système auquel je mets un terme ou pas? Le président de la République me dit, vous continuez comme on a fait dans le passé, mais vous ne nous oubliez pas. Voilà. Et nous, c'est le Parti socialiste. Il dit, il ne faut pas nous oublier. Je vous répète ces propos, c'est à vous de les interpréter. Je les ai interprétés à ma manière. Interprétons-les à notre manière. C'est au cours du deuxième septennat de François Mitterrand, et après la nomination de Loïc Le Floch-Prigent à la tête de Elf, que le système s'emballe. C'est l'époque de l'argent roi, l'argent facile. Les leaders d'opinion sont les hommes d'affaires qui réussissent des coups. Bernard Tapie fascine les hommes politiques, à gauche en particulier. François Mitterrand le fera entrer au gouvernement en 1992. Les profits colossaux que l'exploitation du pétrole génère plus que n'importe quelle autre activité industrielle font tourner les têtes les plus solides. On est très loin désormais du simple financement des partis politiques tel qu'il existait dans le passé. Quand il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de candidats à recevoir l'argent. Et voilà. Alors après, ils ne pensent plus qu'à ça. La compagnie pétrolière consacre des sommes considérables à des opérations qui n'ont rien à voir avec le pétrole. La justice finit par s'en mêler. Et en 1994, éclate l'affaire Elf, qui va mettre à jour un formidable système de détournement de biens sociaux, de corruption et d'enrichissement personnel. Mais avant de parler de ce scandale d'État et de ses répercussions considérables sur la société française, il nous faut revenir sur un autre événement, planétaire celui-là, la chute du mur de Berlin. Il est 9h30 à Prenzlauer Berg, l'un des quartiers les plus contestataires. C'est ici que les autorités ont choisi de casser le mur. C'est un moment historique, une des plus grandes dates depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La destruction de ce symbole de la guerre froide va créer un véritable séisme sur le continent noir. Elle met fin à la mission que l'Occident avait confiée à la France, être le gendarme de l'Afrique contre la menace communiste. Mais du même coup, la France perd la contrepartie de cette mission, son monopole sur les marchés énergétiques dans ses anciennes colonies. Les États-Unis, l'Europe et surtout la Chine veulent leur part du gâteau. Mais la chute du mur de Berlin, c'est aussi un formidable espoir de liberté pour les populations africaines qui se prennent à rêver d'une deuxième mais véritable indépendance. Le président Mitterrand, déstabilisé par un événement qu'il n'a pas vu venir, tente de s'adapter à ce nouveau cours de l'histoire. En 1990, au sommet franco-africain de La Baule, il utilise des mots qu'aucun dirigeant français n'avait jamais osé prononcer à propos du continent noir. Multipartisme, liberté de la presse, indépendance de la magistrature, pas de censure. Voilà le schéma. C'est la direction qu'il faut prendre. L'écrivain Éric Orsena, qui fut l'un des rédacteurs de ce discours, reconnut par la suite qu'il avait un peu forcé la main au président dans son ode à la démocratie africaine.
Il n'empêche, ce discours, démagogique, va encourager un phénomène qui se développe comme une traînée de poudre dans les anciennes colonies et qu'on appela les conférences nationales. Ces conférences sont de véritables états généraux révolutionnaires qui, dans chaque pays et dans une ambiance 68arde, mettent violemment en cause les présidents dictateurs soutenus par la France et le système du parti unique, machine à écarter, emprisonner et tuer les opposants. Venez marcher avec nous pour qu'ensemble nous luttions, pour qu'ensemble nous renversions le despote, le dictateur Bongo. Le Gabon est, depuis la perte de l'Algérie, la place forte de Elf en Afrique noire. Omar Bongo, au pouvoir depuis près de 30 ans, est violemment contesté par son opposition. La mort d'un des adversaires du président met le feu aux poudres. Un des leaders de l'opposition, Renjambé, meurt dans un hôtel. Et les Gabonais disent c'est Bongo qui l'a tué. C'est Bongo qui l'a tué, c'est Bongo qui l'a tué. Ils prennent des machettes, ils courent, paf, foutent Fatou, ils foutent le feu à l'hôtel. Mais, et ce n'est pas un hasard, c'est sur Elf que va se focaliser la colère populaire. À Port-Gentil, centre névralgique d'Elf Gabon, c'est l'émeute. La victoire Bongo doit partir du pouvoir. Maintenant, nous ne reculerons jamais. 4 ou 5 de mes employés sont dénudés, on leur met une pancarte, disant que ce sont des épouvantables individus et on les fait défiler dans la ville pendant toute la journée en prenant des photos, en mettant la télévision. Je trouve ça un peu désagréable. Ce sont mes employés, j'en suis responsable. Par conséquent, je dis au président Bongo, si vous n'êtes pas capable de réagir, je réagis. Le PDG de Elf décide de fermer les installations pétrolières. Bongo, c'est la seule fois où je l'ai vu accuser le coup. Il a senti que l'autorité lui échappait. Parce que Port-Gentil brûlait, les puits étaient fermés, Libreville était sous couvre-feu, il n'avait pas la capacité à reprendre avec son armée, son système, l'autorité. Et il était un peu désemparé. Désemparé, mais surtout furieux, car Paris envisage de le lâcher pour soutenir un de ses opposants. Ce n'est pas parce qu'il y a des manifestations de rue que cela doit mener la fin des règnes. Moi, je ne me laisserai pas faire. Nous sommes décidés à mettre de l'ordre, quel qu'en soit le prix. C'est tout. Omar Bongo contre-attaque, fait jouer ses réseaux d'influence à Paris, et en particulier Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand. Il finit par menacer la France de faire appel aux Américains si Elf ne rouvre pas les puits. Paris capitule. Alors la Légion est arrivée, ils ont dégagé Port-Gentil, le bataillon parachutiste français qui est à Libreville a réussi mission de sécuriser les quartiers où sont les Européens. Tout ça s'est rentré à peu près dans l'ordre et le président Bongo a repris du poil de la bête. La France, militairement, a aidé Bongo et a aidé son pouvoir. Omar Bongo reste au pouvoir. Elf rouvre ses puits, l'argent coule à nouveau. Le président gabonais a gagné son bras de fer avec Paris. Cette victoire n'est pas anodine. Elle préfigure entre la France et ses anciennes colonies un renversement dans le rapport de force qui va se manifester de plus en plus clairement. Au Congo-Brazzaville tout proche, c'est encore le pétrole qui va décider des événements. Dans cet autre émirat pétrolier sous le contrôle de Elf, le président dictateur Sassou Nguesso est en train de perdre le pouvoir. En effet, la conférence nationale de ce pays a adopté dans l'enthousiasme une nouvelle constitution qui non seulement supprime les références marxistes du régime, mais surtout instaure le multipartisme. Du coup, le président Sassou Nguesso, qui appartient à une ethnie minoritaire du nord du Congo, n'a plus aucune chance d'être réélu
à l'occasion des premières élections véritablement démocratiques du pays. Mais Denis Sassou Nguesso